Vous aurez accès au replay du webinaire et à sa présentation via une newsletter, mais également vous serez destinataire directement de ces documents si vous avez été inscrit à cette formation de la semaine dernière, présent ou pas. Et donc, je disais merci à vous d'être là. Donc, pour info, donc on fait comme d'habitude, hein, la réunion va durer environ 1 heure. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez dans le chat pendant la présentation. Il y aura plusieurs temps de réponse aux questions. Alors, c'est un propos liminaire qu'on tient systématiquement parce que parfois, on est très, très nombreux et qu'on souhaite serrer un peu les prises de parole. Là, on n'est pas très nombreux, on doit pouvoir faire ça de manière un peu plus souple. Et puis, par contre, pendant la présentation, on vous demande de couper vos micros parce qu'il y a parfois des bruits intempestifs derrière et ça peut être gênant. Et puis, encore une fois, ce webinaire, il va être enregistré, il sera disponible en replay. On vous en donnera les liens d'accès et il sera partagé avec l'ensemble de la communauté du mouvement. Et puis, nous vous souhaitons donc une agréable présentation qu'a préparée Pauline. Merci beaucoup, Pauline, d'être aux manettes. Donc, les intervenants, donc au-delà de ma personne, il y a Jean-Philippe Varnier qui fait partie de la direction technique, qui est conseiller technique avec des missions territoriales et nationales à la fédération. Pauline Granier qui est assistante administrative FFVP et Dominique Raz qui est élue en charge de toute la thématique parasport handiplaneur chez nous. Donc, le sommaire, une première partie concernant le contexte, et puis ensuite, donc 2 parties, une sur l'éoplaneur, plus particulièrement ce dispositif-là, et la deuxième partie sur la thématique du handiplaneur, avec, comme vous le voyez, des présentations du partenariat avec Léo Lagrange, des présentations du programme et du partage d'expérience, éventuellement si vous en avez, parce qu'on a sollicité personne, mais on a imaginé que parmi vous, il y en avait. De toute façon, il y a déjà des témoignages aussi sur le handiplaneur qui vont arriver après un état des lieux, comment on accueille le public, et puis les aides et les outils fédéraux, et puis des retours sur des événements qui ont déjà eu lieu cette année sur cette thématique-là. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce contrat dont on parle souvent et comment ça s'inscrit? En fait, la fédération a signé avec le ministère des Sports un contrat de délégation qui prévoit les conditions dans lesquelles la fédération va exercer des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et des missions qui lui sont confiées avec des objectifs qui sont là plutôt posés par les élus, avec les techniciens. Et puis, à cela, évidemment, arrive face à cela, de la part du ministère, des moyens financiers à hauteur de 300 000 € pour le contrat de développement, et je ne parle pas du contrat de performance, et aussi des moyens humains. Eh bien, par exemple, Tina Girard, Éric Napoléon, Benjamin Miglet, Nicolas Blin et moi-même, nous sommes des agents de l'État placés auprès de la fédération dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat de délégation et du contrat de performance pour ce qui concerne nos techniciens qui sont en charge de la performance. Voilà, on souhaitait vous préciser ce contexte-là, parce que de ce contexte-là découlent les dispositifs qu'on vous présente en général, que ce soit le service civique la semaine dernière, la politique handiplaneur, la politique citoyenne du sport, découlent de ce contrat de délégation. On est dans une contractualisation qui a été passée avec le ministre. On peut passer à la suivante. Alors, je laisse Pauline expliquer quels sont les axes de développement durable qui ont été choisis par les élus.
Alors, donc, vous pouvez voir ici les 5 axes principaux de développement durable de la fédération. Je ne vais pas vous les lire, mais vous les avez ici. Et ce soir, donc, on est principalement sur les numéros 1 et 3, donc, qui sont de mettre en avant le rôle social de notre activité et consolider la politique fédérale de responsabilité des organisations, ainsi que d'impliquer l'ensemble des pratiquants en proposant des initiatives concrètes de formation et d'accompagnement. Donc, une petite précision sur ce que sont les publics cibles et qu'est-ce que c'est que ce dispositif citoyen du sport. Donc, l'objectif, c'est pour la fédération, et ça a été posé comme ça, dépasser durablement les 15% de licenciés de ces publics cibles, augmenter le nombre de publics issus des territoires carencés, augmenter le nombre de pilotes en situation de handicap et poursuivre la croissance des licenciés de moins de 25 ans. Quand on parle de poursuivre la croissance des licenciés de moins de 25 ans, au-delà des pratiquants moins de 25 ans passion, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller chercher tous les jeunes qui bénéficient du BIA et également le développement du dispositif de service civique qui vous a été présenté la semaine dernière. Et puis, on a ce dispositif qui s'appelle Citoyen du sport, qui vise à développer la mixité sociale et à permettre à tous de découvrir les pratiques sportives. Donc ça, c'est un dispositif qui incite prioritairement les publics des zones cibles à pratiquer une activité physique et à découvrir les structures associatives traditionnelles pour aller vers des engagements associatifs. C'est aussi souvent lié avec le SNU, le service civique, une capacité pour ces jeunes d'identifier ce qu'est la vie associative et ce qu'ils peuvent à la fois apporter au mouvement et à la fois dans quel cadre ils peuvent, eux, développer leurs compétences dans ces activités-là. Et puis, c'est un dispositif qui encourage les fédérations et les associations à proposer de nouveaux produits sportifs et puis à élargir leur base de recrutement avec des tarifs, des durées, des approches pédagogiques qui sont adaptées, même si on ne va pas se le cacher, on n'en a pas fait l'étude finement, mais on ne peut pas dire que le partenariat avec Léo Lagrange ait amené beaucoup de pratiquants pérennes, on en est conscient. On peut passer à la suivante. Alors, le partenariat avec Léo Lagrange, il date de 2016. Parce que quand je parle de citoyens du sport, dans citoyens du sport, on a la possibilité de mettre en place des stages qui sont en lien avec l'Union nationale sportive Léo Lagrange. L'UNSLL, c'est l'Union nationale sportive Léo Lagrange, puisque c'est une fédération qui n'a pas que des activités sportives. Et donc, on a la possibilité de mettre en place des activités avec eux, mais on a aussi la possibilité de mettre en place des activités avec d'autres types de structures. Hein, c'est pour ça qu'on parle de dispositifs citoyens du sport, mais chez nous, on parle plus facilement de Léo Planeur, sans que forcément il y ait un partenariat direct avec Léo Planeur. Voilà. L'objectif, c'est des stages de découverte pour des publics en provenance de quartiers prioritaires politiques de la ville ou de zones rurales encadrées directement, soit par des animateurs qui travaillent à Léo Lagrange, soit par des animateurs qui travaillent dans d'autres types de structures. Donc, il y a une coordination nationale au niveau de l'UNSL, et puis des équipes territoriales et régionales qui sont en contact avec nous, qui nous sollicitent pour que nous, on les mette en contact avec un club sur un territoire s'ils ressentent le besoin de proposer une activité de ce type à leurs jeunes. Et puis, au niveau de la fédération, on a une coordination nationale, et puis on a des clubs qui sont volontaires et qui sont engagés, soit parce qu'on les a sollicités une première fois et derrière, ils ont voulu poursuivre l'expérience, soit parce qu'ils ont été sollicités directement en local par une structure pour mettre en place une activité Léo Planeur. Je te laisse dire les chiffres peut-être, Pauline.
Alors, donc concernant ce partenariat qui est mis en place depuis 2016, sur l'année 2024, ça représente 24 jeunes qui ont été reçus dans des clubs. Non, Euh, 74. 74 jeunes, pardon, qui ont été reçus dans des clubs. Vous pouvez voir là la carte avec le recensement de ces clubs. Donc, c'est assez réparti sur l'ensemble du territoire. Au-delà de ces chiffres-là, avec Léo Lagrange, on a aussi, peut-être c'est la diapo suivante, Pauline. Voilà, on a aussi une participation de nos clubs au salon Horizon Aéro Job de Léo Lagrange, qui permet de toucher davantage de jeunes. C'est pour ça que les chiffres que vous voyez là, qui ont été, il y a eu un petit bug de copier-coller là. En fait, il y a eu 375 jeunes qui ont été touchés en 2023-2024, grâce aussi à leur participation à ces salons. Je pense que Thierry aura peut-être un retour d'expérience par rapport à ces organisations-là. Voilà, donc c'est vraiment à la fois les stages de découverte de la pratique dans un club, mais aussi ces salons. On passe à la diapo suivante. Donc c'est Jean-Philippe qui va faire la présentation du programme Léo Planeur, comment ça se déroule, et puis des conditions dans lesquelles vous, dans vos clubs, vous avez la possibilité aussi de bénéficier d'aide de la FEDE. Voilà, donc juste avant, dire que les comités régionaux peuvent être un véritable moteur. Je prends sur la région sud, il y a eu un référent régional qui a été vraiment enthousiaste sur le dispositif Léo et qui aujourd'hui continue avec les clubs. Donc des moments, ça tient à une prise de contact à l'échelon régional et ça peut vraiment se développer. Donc sur les types de stages, vous avez différents formats. Vous voyez que on peut prendre un format demi-journée où là on est plus sur une intervention au simulateur. Vous avez la formule journée citoyenne où là il y a un vol et c'est souvent ce format-là qui ressort. Et éventuellement, quand on a commencé par faire ce format-là, et si ça marche bien, justement avec un référent régional, bien l'année suivante, ben, ça peut être l'orientation citoyenne, où cette fois-ci, vous avez 3 jours avec un vol, ou éventuellement le pilotage citoyen avec 3 jours et 3 vols. Et vous voyez que à chaque formule, eh bien, il y a une participation des partenaires à la fois de la Fédé. Si je prends simplement la journée citoyenne sur un vol, eh bien, le club va toucher 100 euros, 30 euros qui viendront de la Fédé et 70 euros de Léo Lagrange. Voilà, donc il est important de prendre bien sûr la licence un minimum 3 jours. On peut s'appuyer sur tous les supports qu'on avait pour faire les conférences des métiers, donc les différents métiers sur le témoignage d'un pilote de ligne, le témoignage d'un contrôleur aérien, les métiers dans le transport. Ensuite, eh ben, si on a la chance d'avoir un simulateur, ça peut être une séance de simulateur. Et si c'est la journée citoyenne, et bien là, on peut ensuite faire les vols. Alors, il est clair qu'il faut beaucoup de personnes sur une telle organisation pour coordonner et de façon à ce que ben, quand il y a quelqu'un au simulateur, il y ait d'autres personnes qui puissent s'occuper des autres jeunes, même s'ils viennent avec un ou deux encadrants à chaque fois. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc ce programme qui a été quand même bien initié par la fédération et notamment Tina, Cécile, vous voyez que ben, si on veut faire une opération Léo Planeur, il faut contacter par exemple Céline, Cécile. Il y a un référent donc régional. Ensuite, on vous donnera un référent local proche de votre ville. Et ensuite, eh bien, en collaboration avec cette structure,
et le club, en l'occurrence que vous serez, eh bien, il y aura la possibilité d'organiser ce stage. Et après, il y aura ce compte rendu qu'il faudra envoyer au référent de façon à la fois à pouvoir communiquer sur ce que vous avez fait, mais aussi, je dirais, la partie financière. On va passer à la diapo suivante. Alors, il y a Léo Lagrange qui a été, je dirais, initié par, je dirais, la Fédé à l'échelle nationale, mais vous pouvez très bien, à l'échelle locale et notamment départementale, vous appuyer sur tout ce qui est les ASE, c'est-à-dire vous téléphonez à l'action sociale. C'est généralement des structures qui reçoivent des jeunes. Il y a différents, je dirais, typologies de structures, des publics. Alors ça peut être des jeunes malheureusement qui ont été maltraités, ça peut être des jeunes simplement en difficulté. Et à ce moment-là, eh ben, de tisser un partenariat plus privilégié, local. Vous êtes quasi sûr de trouver un à deux, je dirais, partenaires comme celui-ci par canton. Sur un département, c'est des dizaines de centres qu'il existe. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le téléphone. Et là, vous avez une photo qui représente le père Guy Gilbert avec la bergerie de Faucon. Donc c'en est une structure. Voilà, on va passer ensuite. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui auraient mené des actions et qui souhaiteraient témoigner? Voilà. Thierry, je sais pas. Alors moi, nous on a fait une action bonsoir hein, à tous. Nous on a fait une action à Marseille avec Léo Lagrange, Léo Planeur pardon, à Marseille. C'était une journée où on a présenté notre activité, nos métiers, et on y est allé. C'était sur 2 jours. On y est allé avec un simulateur et on a rencontré énormément de gamins. Bon, c'était Marseille, les quartiers nord, c'était un peu compliqué, mais on a quand même eu pas mal de jeunes qui ont été intéressés et qui sont intéressants aussi, malgré tout, quand même, hein, sur le nombre. On a quand même eu des jeunes qui étaient quand même relativement intéressants. Voilà. Surtout pour venir au métier de l'aéronautique. Voilà. C'est une journée que ça, c'est enrichissante, hein, quand même. C'est compliqué, c'est dur parce qu'ils ne sont pas faciles, Alors, mais c'est enrichissant. alors, c'était dans le cadre de Aérosport Job, donc effectivement, hein, c'est un regroupement de plusieurs centaines de jeunes qui doivent passer sur plusieurs jours dans un lieu d'événement. Hein, c'est pas au sein du club, là, ce que tu décris, Thierry. C'est Euh, ça. et effectivement, l'objectif, c'est de leur faire découvrir les métiers de l'aéronautique avec des partenariats avec Airbus et des entreprises locales qui travaillent plus sur les prestataires du secteur de l'aéronautique. C'est effectivement extrêmement intéressant pour les jeunes. Un grand merci parce que je sais que c'est beaucoup d'investissement pour les bénévoles. Donc, encore une fois, merci d'adhérer à ce genre de projet. Vous avez répondu tout de suite positivement et c'était chouette. Concernant les trois types d'actions possibles dans le cadre de Léo Planeur, on s'est attaché à vous faire des programmes types qui correspondent finalement à ce que vous faites aussi quand vous organisez vos journées pour Sa plane pour elle ou pour d'autres occasions quand vous avez un partenariat avec un établissement sur du BIA, par exemple, pour une journée un peu découverte ou une journée porte ouverte. On s'est attaché à rester dans ce cadre-là avec effectivement un format qui va crescendo puisque ça va de la demi-journée aux 3 jours et de 0 vol à 3 jours de vol. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de faire ce que vous savez déjà faire avec les moyens humains que vous avez au sein de vos clubs. Il n'est pas question de faire de l'encadrement de jeunes pendant que les animateurs d'une structure vont se promener. L'activité, elle est commune pour tous. La sécurité, elle est évoquée
est partagé, le besoin de sécurité, il est évoqué et partagé par tous. On est très attaché à ça. On a enlevé de notre convention il y a quelques années la possibilité pour les structures d'être hébergés sur place parce qu'on ne veut pas non plus que les présidents des clubs rencontrent des difficultés en termes de responsabilité s'il y a des problématiques qui se posent. Donc, c'est quelque chose qu'on retravaille chaque année, chaque 2 ans avec la structure Léo Lagrange nationale pour effectivement vous proposer quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour les deux structures. On a fabriqué un guide, le guide citoyen du sport, qui comporte un grand nombre de questions et réponses que vous pouvez vous poser sur le dispositif. On a une circulaire et on a le programme Léo Planeur qui est présenté davantage avec plus de sous format présentation. Il est présenté aussi aux bénévoles de vos clubs et à vos présidents si vous n'êtes pas président, pour avoir une explicitation claire de la manière dont se déroule et des types de formats. Et puis aussi un tableau qui présente l'aspect financier de la chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Juste un dernier point, je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé sur une année en région sud. Olivier Dumay, qui était le référent régional, a fait venir 15 jeunes sapeurs-pompiers, par exemple. Ça s'est tenu sur Saint-Auban. J'ai dû faire une intervention dans un collège des quartiers nord de Marseille et les 15 jeunes ensuite ont volé les 15 jeunes collégiens à Vinon. Et je reprendrai les mots du président de Vinon qui me disait, ben, en fait, il y a eu 2, 3 profils où il a été très agréablement surpris pour rebondir par rapport à ce que Thierry évoquait. Donc ça veut dire que le référent régional, naturellement, a je dirais, les liens et le réseau. C'est généralement lui qui a aussi les clés de la finance sur les subventions et le visuel, et une antenne dans chaque département. Il y a eu aussi, il me semble, l'année dernière, enfin cette année, une intervention aussi à Carpentras. Tout à fait, avec justement Olivier Dumay, et l'antenne, c'était Malmort. C'est ça. Donc tout peut se passer dans n'importe quelle région. Je pense à Utah qui posait la question en début de séance. Je te laisse la main, Cécile, et donc on va passer à la suite sur le handi. Et à moins que Dominique souhaite éventuellement, je dirais, présenter ces chiffres-là. Dominique, parce que tu les connais. Oui, alors oui. Donc ça, c'est des chiffres qui sont en croissance déjà depuis quelques années, hein. Donc on a 32 clubs équipés, 43 planeurs adaptés, comme vous pouvez voir tout autour de la France. Il y a pratiquement toutes les régions sont couvertes, à part peut-être le centre de la France. Et on peut se targuer d'avoir le plus grand nombre de pilotes handi en Europe, je pense. Pour avoir fait un petit sondage un peu partout dans les pays d'Europe, il y a probablement peut-être la Pologne qui est à égalité avec nous parce qu'en Pologne, ils ont eu un vice-champion d'Europe paraplégique. Donc ça fait beaucoup d'émulation autour de ça. Je pense que le haut niveau sportif fait beaucoup d'émulation dans ce cadre-là et c'est quelque chose qu'on doit travailler aussi. Mais par contre, effectivement, en France, du fait de la présence sur tout le territoire de beaucoup de planeurs, il y a pas mal de pilotes quand même. Alors, on a l'impression que c'est pas beaucoup, une quinzaine de pilotes, mais si vous rapportez ça à la population valide et le nombre de pilotes valides qui volent, on est tout à fait dans la même proportion, voire même un petit peu plus par rapport aux pilotes valides. Donc, je dis ça parce qu'en termes de recrutement de pilotes handicapés, on n'ira peut-être pas beaucoup plus haut. Donc, je pense que les actions qu'on fait aujourd'hui sont super importantes pour la communication parce qu'on est encore un sport méconnu, en tout cas dans le domaine du handicap. Voilà. Donc, et vous voyez d'ailleurs au niveau des demandes de subventions ANS, donc 6 structures en 2024, c'est quand même pas beaucoup parce que c'est en plus un seul club et 5 comités départementaux.
alors que il y avait quand même une proportion d'argent importante distribuée par l'ANS pour le handi. Voilà, et là, je tiendrais à souligner que l'année 2025 qui arrive, euh, ben, je dirais que la seule remarque de l'agence, ça a été justement de pointer cet élément-là et de dire que c'est impératif qu'il y ait 8% de l'enveloppe qui soit consacrée sur ces actions. Donc, on compte vraiment sur vous pour mener des actions, sensibiliser les gens. Moi, j'ai été un petit peu touché par le fait que, bah, il y a euh, un peu comme des séminaires ou des rassemblements de jeunes qui sont pleins de vie et qui voudraient des jeunes à potentiel. Et en fait, ben, tous les sports sont représentés, le planeur l'est pas. Et aujourd'hui, on sait, Antoine, Dominique en sont des exemples, Barthélemy Bruyère, que ben voilà, être en situation de handicap, c'est pas un problème. On est vraiment sur le piédestal. Donc voilà, je vous encourage vivement et justement tout à l'heure on va pouvoir échanger avec Colin, avec Yuta qui vont nous apporter leurs témoignages. On va passer à la diapo suivante. Donc t'hésites pas, Dominique, si tu veux également présenter les référentiels. Donc en tous les cas, si vous faites une manifestation, il faut la mettre sur HandiGuide au niveau des sports. C'est une obligation, surtout si c'est financé par l'ANS. L'accueil ben, qui doit être adapté aux personnes, bien sûr, qui se rendent au niveau du club. Et là, vous avez des départements, les services des sports ou l'EGDESI. Il y a des plans départementaux qui sont mis en place et il y a des finances. Vous voyez, je suis dans le 04 et la référente m'a dit, voilà, j'ai vraiment beaucoup de budget et je veux vraiment aller beaucoup plus loin sur le dispositif. Donc là, je sais que on va acheter un fauteuil roulant par club dans l'ensemble du département. C'est un projet pour l'année prochaine. Euh, Ensuite, eh ben, les formations possibles donc, sur le site donc, fédéral de la fédération handisport. Et il y a énormément, bien sûr, de gens qui sont là. Donc il y a un partenariat qui est envisagé et qui existe actuellement, mais qui peut que se renforcer avec la Fédération française donc, de vol en planeur. Et ça va permettre justement de communiquer directement à tout ce type de public qui est affilié à la fédération. Mais il y a des antennes départementales, sachez-le. Euh, Ensuite, eh ben, de la découverte de la performance et plusieurs possibilités donc de pratiquer. Il est clair que ben, cette année, j'ai été breveté sur la mode du Caire, quelqu'un qui a passé sa SPL. Et c'est clair qu'il y a très peu de SPL de personnes qui sont AB initiaux. Et en tous les cas, c'est possible. Vous avez le simple vol d'initiation, comme pour les pilotes qui sont valides. Et bien souvent, c'est, je dirais, le vol qui va faire la différence. Il ne faut pas oublier le simulateur également. Voilà, et puis rappelez-vous qu'on a des produits comme la licence du haut et une personne peut très bien être en situation de handicap et simplement prendre du plaisir à voler avec quelqu'un. Le perfectionnement, bah, c'est la rencontre Cap en vol hein, qui a lieu. Pour le moment, c'est sur Barcelonnette que Dominique a décidé de le faire, mais certainement que ça s'est amené à évoluer. Et vous pouvez très bien faire une rencontre régionale du même type dans votre région. On va passer sur la diapo suivante. Voilà, ben, la bourse au lâcher, elle a été revalorisée par la fédération. Elle est passée à 200 euros. Il y a la commission Handi, bien sûr, en partenariat avec la commission technique, va faire en sorte de faire avancer le dossier pour je dirais, des équipements, hein, bien sûr, pour les planeurs. Et puis, vous voyez qu'il y a également des dispositifs pour le simulateur. Euh, On- je, Vas-y.
Oui, je voulais juste rajouter à ça. Bon, d'abord par rapport à la commission Handi, bah là, avec nous ce soir, on a Sylvain Pinguet qui fait partie de la commission depuis cette année et qui est président du club de Mulhouse. Donc, on a Utah qui est dans le Grand Est aussi. Donc, Sylvain, voilà, ce sont des actions qui peuvent être faites dans le Grand Est également. Il y a Arnaud Lerud qui nous a rejoint aussi. Arnaud Lerud est pilote à Issoudun, mais il est aussi directeur des opérations aériennes du SIEA, donc du Paris Air Show. Et on a dans l'optique de faire un vol de démonstration Andy, en plus du vol de planeur voltige qui est présenté sur le Paris Air Show. Si on arrive à faire quelque chose, ce serait vraiment bien. Après, il faut mettre tout en place, il y a des formations à faire, donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Parmi les actions qu'on a fait l'année passée, enfin cette année avec Tina, c'est la découverte du planeur pour les déficients visuels. Donc là, on a déjà une association de pilotes qui s'appelle les Mirovolants, hein, que beaucoup de gens connaissent, qui sont principalement des pilotes avions, mais qui volent aussi en planeur chez Hélène Pratt, donc à Comminges, dans les Pyrénées. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est de développer en dehors de cette association les Mirovolants pour aller recruter un autre public. Et donc, c'est un stage qui a eu lieu à Lyon, Corbas, à la fin du mois de juin. Donc, ça s'est passé sur 3 journées, découverte du planeur, découverte du simulateur et puis des vols dans l'après-midi. Et ils ont eu quand même 5 stagiaires, ce que je trouve que est tout à fait honorable par rapport à la demande qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et c'est quelque chose qui peut être renouvelé, je pense, parce que là, on est en contact sur Lyon, en tout cas avec une grosse association qui regroupe pas mal de déficients visuels. Donc, je pense que dans toutes les régions, c'est quelque chose qui peut être fait. D'autant que, alors Hélène Pratt, on a parlé à la conférence des CRVP, les mirovolants sont en train de développer un dispositif spécifique pour le planeur. Ils ont déjà un dispositif pour l'avion, mais qui n'est pas assez réactif pour le planeur et pas assez compact. Donc, il s'agit d'un horizon tactile, en fait, qui reprend les informations que donnerait un horizon artificiel et qui permet au pilote, en tâtant avec la paume de la main, de s'orienter dans les 3 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose qui est en développement et pour lesquels il faut d'ailleurs qu'on fasse probablement des appels à budget, des appels d'offres pour essayer d'avoir des financements pour pouvoir passer du prototype au développement industriel. Voilà. Ouais, moi j'ai été agréablement surpris par le témoignage de Frédéric Vuaille qui accompagne une personne qui est non-voyante et qui me décrit, ben, elle centre les ascendances et elle va jusqu'à l'atterrissage sous téléguidage. Vraiment, c'est impressionnant. On va passer à la diapo suivante et on a la chance d'avoir justement des instructeurs qui ont participé à la première formation de sensibilisation des instructeurs pour l'encadrer les personnes en situation de handicap. Donc je préfère leur laisser la parole, qui témoignent. Euh, Ça s'est fait lors de cette rencontre où il y avait une dizaine de personnes en situation de handicap différents. Alors, il y a Colin, il y a Utah. Est-ce qu'il y a Sophie? Je ne sais pas. Et ben, l'un d'entre vous deux, là déjà, si vous voulez bien intervenir, donc mettre votre micro et peut-être répondre à cette première question. Qu'est-ce que ce stage vous a apporté? Est-ce que le fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, c'était un plus? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préparez pour 2000, pour les années suivantes? Quelles sont vos intentions? Voilà. Alors, qui veut Vas-y, débuter? vas-y, Utah, vas-y, vas-y. C'est trop facile. Euh, ça, c'était en mois de juin, quand on s'est retrouvé à Barcelonnette. Avant de pouvoir faire les stages, on a fait tout un enseignement théorique suivi par un test où j'ai appris énormément de choses qui sont importantes à savoir si on veut faire voler les personnes en situation de handicap, en mobilité réduite, comme il faut le dire maintenant. Voilà, donc après, on était
À Barcelonnette, on a une partie théorique aussi où Jean-Philippe il a repris certains aspects de cette formation théorique. On a beaucoup discuté, échangé avec des personnes à mobilité réduite et ça, c'était hyper important. C'était très important. On a aussi volé avec les planeurs et les malonniers. D'ailleurs, moi, je suis adepte en malonnier. Ça repose les pieds. Et voilà, donc si vous voulez, déjà la théorie d'être attentif à des personnes et connaître un petit peu leur parcours, est-ce que c'était comment dire, est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il y a des risques? euh, Par exemple, il y avait quelqu'un qui nous montrait que quand il met les pieds tout droit devant lui, il était pris par les tremblements. Et donc, tous ces avertissements étaient très importants. Après, il y avait des personnes qui avaient les planeurs perso équipés de malonniers. Il y avait des Espagnols qui repartaient pour faire un championnat national et pendant presque tout le championnat, il était deuxième en classement. Il a juste perdu le dernier vol. Donc, assister à, assister à la mise en planeur de quelqu'un qui ne peut pas y monter tout seul et aussi descendre et être très attentif à savoir que, comment dire, si on n'utilise pas deux personnes pour mettre quelqu'un dans le planeur, le fauteuil pourrait se renverser. Et je trouvais que c'était très, très enrichissant. Ça, c'est pour le témoignage de la formation. J'encourage tous les instructeurs à faire cette formation. C'est vraiment formidable. Et ça leur donne envie de continuer, surtout. Voilà. Nicolas, peut-être. Oui, bah moi ce que je peux, bah déjà Yuta a bien expliqué le stage. Moi je viens d'un club, je viens de Buno Bonnevaux, c'est un club où on n'a jamais eu de handi-planeur et on n'a pas de planeur adapté pour l'instant, mais on se pose vraiment la question dans laquelle développer cette activité là. Et du coup, en fait, ce stage tombe à pic pour ça, parce que ça permettait justement d'avoir une initiation à ça et de rentrer enfin, dans un... Comment dire? De côtoyer des personnes en situation de handicap, parce que moi, j'en ai pas du tout dans mon entourage. Et c'est ça, la grosse force de ce stage, c'est que en fait, on était une semaine dans un rassemblement de personnes en situation de handicap. Donc on était, ouais, on passait toute la journée ensemble. Donc ça permettait d'évoquer beaucoup de sujets. Et donc on avait aussi bien une formation technique, comme l'a dit Yuta, où on apprenait à voler dans un planeur adapté, et notamment de voler avec un malonnier, de se mettre à la place d'une personne qu'on pourrait former. Et en fait, c'est quand même pas si simple de piloter un planeur avec un malonnier au départ, de le poser et puis de prendre des ascendances. Après, au bout de quelques heures, on s'y fait, mais c'était super intéressant. Et après, c'est surtout la partie non technique qui était intéressante parce que voilà, on avait une formation qui était très complète et surtout, enfin, on était toujours dans des cas concrets. On était en piste, on aidait les personnes à s'installer dans le planeur. Et en fait, enfin, ça vaut. Bon, on avait fait un e-learning avant, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le e-learning nous a apporté 20%, et là, ça nous a apporté 80%, parce que en faisant ça, on se rend compte que voilà, tous les handicaps sont différents, même il y avait principalement des personnes qui étaient paraplégiques. Et voilà, on a vu que bah, les paraplégies n'étaient pas enfin, tout égal, et ça permet de se rendre compte de ça. Euh, Après, je pense que la force aussi, en tout cas pour moi, c'est que ça nous a aussi développé un réseau en fait dans cet environnement-là. Et maintenant, je sais que pour la mise en place de cette activité-là à Buno, que voilà, j'essaye d'organiser, bah, j'ai les contacts de Dominique, de Jean-Philippe, d'Antoine, et je peux les contacter parce que je me poserai forcément des questions quant
enfin, l'environnement qu'on a, parce qu'en fait, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas et tout n'est pas complètement adapté. Mais en ayant ces contacts-là, on peut déjà avoir une bonne idée de tout ça. Donc moi je recommande aussi à tous les instructeurs qui veulent accompagner des personnes en situation de handicap, même si c'est pas une formation officielle, c'est pas une qualification, c'est uniquement une sensibilisation. Enfin, pour moi c'est essentiel enfin en tout cas c'est un gros plus de faire ça pour, euh, pour ensuite accueillir des personnes en situation de handicap dans nos clubs. Alors, je voudrais juste évoquer, bien évidemment, l'instructeur, lui, il pilote, s'il est valide, uniquement avec les palonniers. Mais lors de cette formation de sensibilisation, hein, j'ai bien dit sensibilisation, là, on a amené en effet les instructeurs à piloter avec les palonniers pour vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai qu'avec quelques séances, eh bien, on rentre dedans. En tous les cas, il y a des particularités, notamment à l'approche où en fait on pilote pas, je dirais comme c'est écrit tout à fait dans le memento, avec, je dirais, la vitesse est gérée aux aérofreins et le plan avec le manche. C'est-à-dire qu'on est plus dans une situation où les aérofreins sont crantés et une version un petit peu encadrement. Donc là, la commission, je dirais, formation va se pencher sur le sujet pour sortir, je dirais, un petit memento adapté. Euh, alors, il y a des différents types de pilotes, c'est ce qui a été dit, en situation de handicap, qui peuvent être autonomes, et c'est ce qui est demandé, je dirais, le jour du test. Mais il y a différents vraiment types de handicap, et parfois, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un, en effet. Les tremblements, ce qu'évoquait Utah, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il nous a montré ce qu'il en était. Alors maintenant, je vais vous poser à tous deux la question, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez un petit peu prévu? On va passer à la diapo suivante. Euh, donc Utah, tu vas organiser, je crois, quelque chose d'ici peu, et puis pour la suite, et ensuite Colin. Oui, alors moi j'étais donc pendant notre stage, on a bien entendu la maman d'Antoine qui a insisté sur le fait que c'était difficile d'avoir des adresses des autres personnes en, en chaise roulante parce que elle n'avait pas le droit d'obtenir les adresses et donc je me suis mis à la recherche. Comme je travaille à l'hôpital, j'ai contacté les médecins et cadres, etc. Et donc ils pouvaient pas me donner les noms et les adresses parce que les gens y viennent pendant 2 semaines, peut-être pour une formation ou une amélioration, et après, ils les perdent de vue. Et à la fin, j'ai entendu et je pense que c'est dans toutes les villes, il y a un groupe référent handicap aux hôpitaux parce que ça s'est demandé par j'oublie à chaque fois cette abréviation, hein. C'est les grands chefs là qui décident sur la santé. Ah, comment ça s'appelle, Cécile? ARS? Ah, ARS. Donc, moi, si ARS, il a demandé à ce C'est que ça soit. effectivement l'ARS. Pardon, c'est moi qui ai bugué au niveau de j'avais plus de micro ni de son. Donc, on s'était organisé avec Pauline sur le téléphone. Ça s'est remis en route. Pardon, Utah. Je t'ai mis des Larsen dans les oreilles. Excuse-moi. C'est pas grave. Oui, il s'agit de l'ARS. C'est eux, effectivement, qui ont connaissance de toutes les associations et de tous les services qui sont en contact avec des personnes en situation de handicap. Oui. Voilà. Donc, eux, ils ont demandé à ce que les hôpitaux ils fassent un groupe référent handicap parce qu'ils sont bien à l'hôpital, mais après ils sortent et donc ce groupe il est censé vérifier qu'ils ont tout ce qu'il faut comment dire, tout ce qu'il faut pour vivre avec leur handicap par après. Et le mois de décembre était déclaré par ARS le mois du handicap. D'ailleurs, ils ne se sont pas adaptés à un nouveau langage. Ça devait s'appeler le mois des personnes en situation de handicap. Et voilà, donc quand j'ai parlé avec les cadres sup qui s'est engagé dans ce groupe-là,
Elle a tout de suite demandé si je voulais pas faire une journée découverte, parce qu'elle était obligée d'organiser une journée découverte du sport pour les handicapés. Et moi, je suis allée la voir parce que moi, je voulais contacter les personnes en chaise roulante plutôt, en, des personnes en mobilité réduite. Et là, j'ai appris aussi qu'il organise un forum, ça veut dire que c'est une exposition dans une grande salle à l'hôpital même, où tous les intervenants et aussi des sports vont exposer ce qui est possible à faire pour eux. Donc il y a à la fois euh, les soignants qui viennent visiter les différentes organisations. Et nous, on a obtenu un stand où je vais mettre les roll-up. Et je vous invite, Dominique, à faire un roll-up pour les personnes en chaise roulante. Et en attendant, nous, on va organiser juste une journée découverte en plein heure. Ça veut dire que les personnes, ils viennent en autonome à partir de 10 heures et ils vont découvrir donc des différentes choses au terrain. Parce que là, en mois de décembre, je vois mal comment offrir un vol ou organiser un vol parce qu'on ne sait même pas qui va venir. Donc, ce poster n'a pas été suffisamment distribué, je crois. Il y a un dépliant, je ne sais pas s'il est situé là, le dépliant. On a utilisé le dépliant que Dominique il avait développé, qui Oui. était aménagé pour la journée. Oui, donc Parce ça, c'est que, oui, c'est un dépliant qu'on avait développé en 2020. Et maintenant, avec Lucie Caudrelier et Mathieu mm, à la cellule de communication, on est en train de refaire une nouvelle version. Alors, elle est arrivée un peu tard par rapport à ton action parce elle est pas encore imprimée. On cherche aussi à l'imprimer en braille à destination des déficients visuels. Mais l'idée d'un oui, roll-up, c'est important aussi, je pense, parce que mm, j'étais moi notamment il y a une dizaine de jours dans un salon qui s'appelle Autonomique. Alors Autonomique, c'est vraiment le salon de référence pour la personne en situation de handicap. C'est vraiment le salon dans lequel incontournable. Et donc moi j'ai été à Lille. C'est un salon qui tourne dans toutes les régions et à Paris, il y a un grand salon à la porte de Versailles. Et puis j'étais étonné d'apprendre qu'en fait un stand à Autonomique ne coûte que 204 euros pour les 2 jours de prestation. Donc, je pense qu'on pourrait faire des actions en région sur ces salons-là, alors des actions de communication sur ces salons-là pour un prix assez modique finalement. On pensait que c'était beaucoup plus cher que ça, mais en réalité, non. Voilà. ah oui. Donc, du coup, il faudrait opérer et faire un roll-up pour Ouais. l'autonomie, en fait. Mhm. Et j'attire juste l'attention sur les sourds. Parce que j'avais fait un autre stage et on fait connaissance avec une dame qui est très active pour sa fille qui était sourde, ou elle est sourde encore. Et quand je lui ai présenté la, la présentation en fait de la journée découverte, elle a tout de suite dit, mais vous, vous avez pensé aux sourds? Finalement, ça s'adresse à tous les handicapés. Et, euh, et pas seulement la chaise roulante. Et évidemment, il y aura des sourds. Et quand on présente quelque chose, il faut qu'il y ait un traducteur. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Quand on fait une vidéo, par exemple, de faire un traducteur, de mettre un traducteur de gestes en même temps. Colin, est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu la suite sur Buno? Entre-temps, j'évoque ce que fait Sophie du côté du Pic Saint-Loup, qui était la troisième personne à participer à la formation. Elle a fait en sorte d'avoir 2 réunions de bureau. Les choses avancent. Ils ont rencontré le référent comité départemental et ils vont faire des actions vol. Bien évidemment, dans le cas du remplacement de planeur, ils vont se poser aussi la question du malonnier. Vas-y, à toi, Colin. Ouais, alors moi, bon, j'ai une
J'ai eu un automne un peu chargé personnellement là. Mais donc j'étais pas trop en région parisienne, donc j'ai plus le temps de lancer tellement d'actions. Par contre, je suis au conseil d'administration et du coup, c'est un peu comme Sophie. Nous, on a un gros enjeu de remplacement de biplace. Donc, ce qu'on a plus ou moins pris comme décision, c'était de regarder surtout de s'équiper avec des ASK 21 qui permettront d'être adaptés, parce que tous nos planeurs actuellement à Buno sont, enfin, on n'a que des DG500 et des Twin, et du coup, ils sont pas rétrofitables, ces planeurs. Donc ça, c'est une étape, bon, plutôt sur du moyen long terme, parce que ça va pas se faire en un an. Après, par contre, pour tout ce qui est action de découverte, j'ai fait valider par le conseil d'administration que on était complètement d'accord d'organiser des actions. Maintenant, on est plutôt dans la phase de recrutement, donc de contacter des acteurs locaux pour trouver des personnes en situation de handicap qui seraient intéressées. Après, voilà, on est proche de la région parisienne, donc il y a quand même des densités de population qui sont assez importantes. Donc je pense qu'on peut les trouver, mais là, j'essaye de viser surtout des associations enfin, justement, qui prennent en charge des personnes en situation de handicap qui souhaitent faire des actions en extérieur. Et j'aimerais bien faire un programme pilote avec les personnes que je trouve pour faire des baptêmes dans un premier temps et ensuite essayer de les former, sachant qu'on n'a pas de planeur pour les former actuellement. Donc il faut qu'on trouve des solutions, soit de louer un planeur, soit éventuellement de faire des stages montagne, par exemple à Barcelonnette ou à la Motte du Caire, où on pourrait où on pourrait commencer à faire de l'école sur des planeurs adaptés. Voilà, donc généralement, ça pose pas trop de soucis d'avoir. Moi, je prends l'exemple, hein, Saint-Auban laisse facilement l'Echo X-Ray, qui est un planeur qui est adapté, sous réserve qu'on lui laisse en échange un duo standard. C'est ce qui se fait régulièrement pour Cap en vol. Ça peut être aussi passer par son comité régional. C'est vraiment il faut toujours y penser à son comité régional. Ouais, Et le comité régional d'Île-de-France a pas il n'a pas de planeur à lui. Mais par contre, effectivement, il peut nous aider à financer la location d'un planeur. Et après, on a Ben aussi qui est à côté qui a des planeurs adaptés. voilà. Et s'ils en ont pas, en tous les cas, c'est le réseau, ils l'ont, on va dire. Et voilà, en tous les cas, un club peut très bien, si on prend le club de Ben, il laisse un duo équipé Andy et en échange, vous laissez un duo standard, par exemple. On a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On va laisser ensuite la main à Cécile et à Pauline. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Colin par rapport au rétrofit. C'est important parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours très bien quels sont les planeurs qui peuvent être rétrofités ou pas. Et bah, Sylvain, si tu peux nous parler du DG1000, euh, c'est important parce que les prix sont pas du tout les mêmes quand on les commande à la base avec le malonnier ou en rétrofit. Alors, au niveau du DG1000, l'option coûte dans les 8 000 € hors taxe, on va dire 10 000 € lorsque l'on commande le planeur avec le malonnier. Par contre, la modification a posteriori coûte quasiment le double, on est entre 18 et 20 000 €. Donc, il est réellement judicieux de commander le malonnier avec le planeur si jamais vous envisagez l'achat d'un planeur neuf. Et en ce qui concerne les twins, à ma connaissance, puisque on s'était renseigné on avait à une époque un Twin 3, on n'était pas en mesure de le rétrofiter parce qu'il avait un moteur et qu'il n'y avait pas suffisamment de place au niveau donc des commandes dans l'habitacle pour pouvoir introduire un malonnier. Mais d'après mes souvenirs, alors ce serait à vérifier, ça je peux poser la question si ça vous intéresse. Chez Lintner qui fait maintenant le suivi de navigation des Twins. Mais à ma connaissance, il est possible d'installer un malonnier sur un Twin 3 par exemple. Twin 3 et du S'il coup, n'est- Twin 2, tu sais ou pas? Parce que nous, c'est. Alors Twin 2, je ne sais pas. Par contre, je peux poser la question sans problème et puis revenir vers toi avec la réponse. Ouais, éventuellement, ouais, ça m'intéresserait. Et juste pour le DG1000, l'option à 8 000 €, c'est malonnier avant seulement? Ou une fois que tu mets le malonnier avant, tu peux en mettre un à l'arrière
C'est sur les deux places. Ouais, ils mettent sur les deux places. Ok, Ouais. merci. Mhm. Alors c'est vrai que le K21, le Duo Discus, le DG1000 sont des machines qui sont un petit peu prédestinées pour ça, mais il y a d'autres machines qui peuvent être équipables, pardon, également. Tu disais d'ailleurs que vous avez des DG500. C'est peut-être possible hein, sur un DG500. Après, nos DG500, il leur reste 1000 heures chacun, donc je pense pas qu'on va se lancer Ah oui, dans d'accord, oui. un Non, c'est sûr rétrocompteur qu'avec un potentiel pour comme 1000 ça, heures. ouais, c'est pas Et la puis, peine. on en trouve très peu, donc Mm. En tout cas, pendant le stage à Barcelonnette, il y avait des gens qui avaient réussi à faire modifier le malonnier qui était trop serré, où il y avait des problèmes. Donc, ce que je t'avais dit, Sylvain, hein, de vérifier, de s'asseoir dans un exemplaire pour avoir des modifications si c'est pas adapté pour tout le monde. Je sais pas, Dominique, c'était les Espagnols, je crois, hein, qui avaient changé des choses. Oui, ils avaient changé au niveau de l'angle de courbure de la poignée du K21, si je me souviens bien, pour éviter que ça n'accroche les genoux du pilote. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est assez difficile d'inciter les constructeurs à faire des changements puisqu'ils se cachent toujours derrière leur certification. C'est Mais clair. c'est un point oui, qui peut être également abordé. En tout cas, au niveau du DG1000, ça a l'air plutôt ergonomique. Mhm. Voilà, et juste en complément, la plupart des planeurs qui ont été achetés équipés de malonniers ont reçu un cofinancement qui était vraiment important. Donc, c'est de l'ordre de 70 000 euros, 80 000 euros. Voilà. Dominique, tu peux me confirmer s'il y a une aide spécifique de la part de la Fédé quand on s'équipe en malonnier? Alors, moi, personnellement, j'en ai pas entendu, mais par le passé, ça a pu exister parce que c'est vrai que il y a eu un grand boom de l'équipement des clubs avec des planeurs adaptés après 2005, où on a eu la loi handicap et beaucoup de subventions pour ça. Donc à l'époque, oui, je pense que ça s'est fait, mais aujourd'hui, je peux pas le confirmer. Non. Je sais pas, Antoine, si tu as d'autres infos. Tu l'as, Antoine? En tout cas, l'iPad En- est là. Il est connecté, mais on t'entend pas, Antoine. Il faut que Non, Antoine, il a enlevé le son. ouais, il faut que tu ouvres ton micro si tu veux parler. Ouais, mais je pense que ouais, On va laisser donc la parole. il peut pas parler. Donc oui, à sa connaissance, ça n'a jamais été fait non plus. Donc il pense pas. Eh bien, Cécile, on te laisse la parole et on va passer à la diapo suivante. Je peux juste en dire que cette activité-là, ça m'a donné quand même les mails des organismes qui s'occupent à véhiculer ou à s'occuper des handicapés. Je crois que là, on peut obtenir un accès pour les personnes qui nous intéressent actuellement avec les chaises roulantes. Et voilà, donc après, faut ouvrir aussi la formation à des autres handicaps. C'est pas évident. Je m'étais maintenant. Ah, Cécile, hein, tu as le micro. Le micro, Ouais, on n'entend pas ni Cécile ni Pauline, et potentiellement. votre micro. Alors, Voilà, Cécile a des Est-ce que tout le petits monde problèmes. m'entend? Ah, super. Vas-y, Oui, Cécile. Ok, Cécile, on t'entend. peut-être on passe à la diapo suivante parce qu'on arrive au bout de notre heure ensemble. Voilà, donc si vous souhaitez vous engager dans une action handiplaneur, vous avez bien compris que le référent, c'est Dominique, que Jean-Philippe a l'expérience à la fois des actions menées, mais aussi
de l'encadrement et de l'organisation de stages pour les FI. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. On vous fera passer l'enregistrement, mais aussi la présentation et les guides dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la circulaire et le guide citoyen du sport et le programme Léo Planeur qui vont avec. Peut-être on peut passer à la diapo suivante, Pauline, pour expliquer quelles sont les prochaines sessions. Alors, je garde le micro parce que sinon, ça risque de bugger. Les prochaines sessions, donc le 4 février, il y aura une présentation des dispositifs à destination des titulaires du BIA et du CAEA. Le 6 février, on fera une présentation du label CNOSF. Le 18 février, il y aura un retour d'expérience sur la santé en vol et tous les sujets qui concernent le confort d'une manière générale en vol. Et puis, alors ça, ce sont les mardis du développement. Et puis, dans le cadre de la formation des nouveaux dirigeants, le 11 février, la présentation du dispositif Booster votre saison. Et puis, le 3 mars, les mineurs en stage sportif et en compétition, de façon à ce que vous les accueilliez à la fois en respectant toutes les règles attendues par l'État qui concernent la préservation de la santé, mais pas que des mineurs, mais aussi de façon à ce que vous, en tant que dirigeant, vous soyez en sécurité dans l'accueil de ces jeunes. N'hésitez pas à revenir vers nous si en amont, par exemple pour les vacances de février, je pense, vous avez besoin de documents concernant les mineurs en stage sportif et en compétition. On a tout ce qu'il faut pour vous permettre de les accueillir dans des conditions safe. Voilà. Diapo suivante. Bien voilà, nous sommes au bout. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je vais arrêter mon micro et je vous laisse la parole. Et je laisserai Pauline dire au revoir à l'ensemble de l'assistance parce qu'elle elle a des conditions techniques acceptables, ce qui n'est pas mon cas. Je vous souhaite une bonne soirée à la fin de cette présentation. Tu as demandé une question, alors j'ai une question. Pour les subventions, est-ce que tu fais un webinaire prochainement? Alors, t'hésites pas, Yuta, s'il y a besoin d'aide, tu peux me téléphoner. Ensuite, ben, il y a un petit colloque qu'il y a au niveau de la DTN au mois de janvier, donc je ferai remonter Hmm. ta demande justement et voilà. Après, si tu veux Alors, intervenir. à savoir que sur le mois de janvier, il y aura les webinaires concernant l'ANS. Oui, c'est Donc, ça. voilà, c'est ça. Donc, 4 sessions prévues. Donc, pour vous présenter le dispositif, vous aider sur les comptes rendus financiers et vous présenter les différentes actions possibles. Hmm. Merci.